On y va? On attend juste que l'écran en bas s'affiche et on est le top vidéo. We wait for you for the video. C'est let's go. Bonjour à tous, bienvenue à cette première série de conférences. Je vous présente Guillaume Bord, le fondateur de Play Framework, et Sadek Drobi, qui travaille aussi avec Guillaume chez Zenexcity. Guillaume est cofondateur de Zenexcity et Sadek est le CTO de Zenexcity. Vous présentez Play Framework. Bonne conférence. Merci. Bonjour. Ah, ça marche. Merci à tous d'être venus à cette conférence déjà. Ce serait bien de commencer par une petite question, ou quelques petites questions. Qui a déjà fait de Play? Play 1, Play 2, c'est pareil. Ok, pas beaucoup. Et qui connaît déjà, quand même, de nom au moins? Ah, tout le monde, c'est bien. Alors, qui a fait de Play 2? Ok. Et dernière question, si je peux me permettre, qui a fait de Scala? Ok. Pas beaucoup. Okay. C'est super parce que les premières présentations de Play ont été faites à Devoxx Anvers il y a 4 ans, je crois, 3 ans ou 4 ans. Voilà, à l'époque, on était vraiment inconnus. C'est Nicolas Leroux qui avait fait une bof un soir, donc c'est vraiment bien de voir que 3 ans plus tard, on est à Devoxx France déjà, et puis tout le monde au moins connaît et pas mal de gens ont déjà essayé. Donc Nicolas nous a présenté, donc juste rapidement, donc moi je suis Guillaume Bord, je suis le cofondateur de la société qui s'appelle Zenexcity, qui fait des web orientés d'architecture, qui est le standard de la web orienté d'architecture aujourd'hui, au moins en France. Et je suis également le créateur du projet open source Play, qui est un vieux projet qui a démarré il y a longtemps et depuis il a beaucoup évolué. Sadek Drobi, qui est notre CTO à Zenexcity, et qui a travaillé avec moi sur la création de Play 2, qui est vraiment une nouvelle génération du projet Play. Déjà, en fait, pour ceux qui étaient, peut-être il y en a d'entre vous qui étaient à Devoxx Anvers, et en fait, c'est là où on a annoncé le Play 2 bêta, et on a promis que vers la fin de l'année, début d'année 2012, on va le réaliser, et voilà, c'était réalisé il y a 2 mois, c'est ça? Un mois, oui, en mars. Bon, allez, on est content d'être là avec Play 2 déjà réalisé. Et on va parler un peu de tout ça, de Play 2 et voilà, tout ce qui est autour de Play. Voilà, alors déjà pour commencer, on va essayer de se focaliser sur le projet Play lui-même, un petit peu la philosophie de Play en tant que projet, pas en tant que technologie, mais en tant que projet. C'est quoi? L'idée, c'est quoi de se lancer dans un nouveau projet de framework web? Donc l'idée globale du projet, c'est un framework de haute productivité pour faire du développement web, vraiment à l'état de l'art, ce qu'on appelle modern web development, c'est-à-dire avec tout ce qu'on en a besoin aujourd'hui, HTML5, Stream, WebSocket. Voilà, alors, ces 2 mots, vraiment, on va les trouver partout dans le framework. Enfin, c'est vraiment les mots clés pour nous, c'est highly productive. C'est-à-dire, on va être productif. On ne va pas passer notre temps à faire des trucs, de la cérémonie autour de ce qu'on veut faire. Hein. On rentre directement dans ce qu'on veut faire. On va développer une page, on va développer la page. On veut pas on veut pas dire, on va voir plus tard quelque chose qu'on redémarre le serveur. Il faut aller attendre, il faut redéployer toutes ces tâches là en fait qui servent pas pour ce qu'on est en train de faire le développement. On veut les enlever, on va avoir un framework productif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour le web moderne. Et on va un peu plus parler de web moderne, mais vraiment, il y a le web qui évolue et il faut cibler cette architecture, ces technologies, et les cibler bien, sans les cacher, mais plutôt donner la puissance, en fait, de faire les tâches de web moderne. Alors, quand on dit highly productive, c'est quoi? C'est déjà c'est un framework simple. Hein. Il faut pas beaucoup de complexité pour comprendre et utiliser le framework. Et ça se base sur HTTP, directement sur HTTP. C'est-à-dire, on n'essaye pas de cacher HTTP. HTTP, c'est important, c'est intéressant, c'est quelque chose de super scalable. La preuve, il y a le web, il y a toutes les applications qui existent sur le web. C'est quelque chose de scalable, ça c'est prouvé. Et c'est pour ça qu'on va utiliser cette architecture.
et on va pas le cacher. C'est pour ça on va voir un contraste avec les frameworks aujourd'hui. Ouais, de Java notamment. Voilà, quand on dit on va pas le cacher, ça paraît naturel. En tout cas pour moi, ça a toujours paru naturel dès le début. Quand j'ai très longtemps, j'ai eu l'idée de lancer ce projet, mais c'est pas quelque chose qui est naturel, notamment dans le monde Java. Beaucoup de générations de frameworks de développement web en Java ont plutôt essayé de masquer ce fait qu'on est en train de faire du développement web parce qu'effectivement, de faire du développement web, c'est quelque chose qui se rapproche d'une architecture qui est stateless, qui est orientée à requête-réponse, qui n'est pas forcément familière à un développeur Java standard qui a fait du développement de desktop application plutôt événementiel. Et donc, pas mal de générations de frameworks de développement web en Java ont essayé de masquer ce fait en proposant diverses manières de masquer, de faire de l'événementiel, de gérer du stateful, de masquer que c'est HTTP derrière. Voilà. Et le truc le plus parlant pour moi de cette tentative de masquer le web, c'est cette API Servlet qui est à la base de tous nos développements web en Java depuis plus de 10 ans, qui est vraiment conçu comme une interface très générique de request-response avec une seule implémentation qui a 15 ans et qui restera la seule implémentation à vie de ce truc-là, qui est le HTTP Servlet Request, HTTP Servlet Response. Et c'est pas vraiment le pire de la situation, parce qu'il y en a d'autres qui essayent de cacher encore plus, comme dans le monde Java, il y a GSF, il y a JWT, dans le monde .NET, il y a aussi d'autres technologies, ASP.NET et ainsi de suite. Et SIM, on fait semblant qu'il n'y a pas de web, hein. C'est juste, on est tout seul, et on passe notre développement comme ça, hein. On fait tout le développement sans parler de web, et à un moment donné, on déploie. C'est lent le web. Ouais, oui, il y a de la latence sur le web. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas utilisées sur le web. Et c'est ça en fait qu'on essaye pas de masquer. On veut faire du web, on sait que c'est du web, et c'est une architecture intéressante. C'est pour ça qu'on va l'utiliser plus que lutter contre. Et en fait, il y a un point super important aussi dans le design de Play. Et c'est vraiment, on passe beaucoup de temps en fait sur ce qu'on appelle l'approachability, c'est-à-dire que c'est un framework avec lequel on peut commencer rapidement. On ne va pas apprendre pendant un mois ou deux, faire des formations pour commencer à utiliser le framework. Non, c'est assez accessible. On commence, on développe un truc simple, c'est simple. Hein, on commence on demande plus de choses. Et là, on apprend plus de choses. Et on développe, et ainsi de suite. Et c'est par itération, comme ça, on apprend le framework plus en plus par demande, et pas par choc ou un niveau d'apprentissage très élevé. Voilà, c'est un framework accessible et scalable par rapport à l'apprentissage de ce qui existe dans le framework. Et vraiment, on passe beaucoup de temps dans la conception, qu'il soit dans Play 1 ou Play 2, sur cet aspect d'accessibilité pour un développeur. Donc ça, je vais essayer de vous montrer avec une brève démonstration, pas de la technologie lui-même, mais justement de cette prise en main, de la manière dont on utilise le framework, de la manière dont on travaille au quotidien avec le framework. Alors, pour moi, le framework, c'est votre outil en tant que développeur. Et c'est ce que Peter Hilton, qui est un contributeur du projet Play, a appelé la DX, parce que je ne sais pas si vous connaissez le UX, donc le User Experience, qui est quelque chose de fondamental dans les applications web qu'on développe aujourd'hui, la User Experience, mais également ce qu'on essaie de poser, c'est la DX, donc la Developer Experience. Même pour le développeur, il doit quand même être heureux de créer son application. Voilà. Il ne faut pas que pour lui, ça soit un calvaire de créer l'application. Et être heureux de créer son application, ça veut aussi dire ne pas avoir 1 milliard de fenêtres devant nous à chercher où est le problème en fait. Est-ce que c'est dans le console? Est-ce que c'est dans le console de déploiement? Est-ce que c'est dans mon code? Et où le problème? Dans le navigateur? J'ai plusieurs écrans et je passe mon temps à réfléchir. Qu'est-ce que je dois afficher? En fait, dans Play, il y a 2 focus. Et on va voir tout à l'heure, il y a le navigateur, c'est le résultat. Il y a le code, ce qu'on est en train d'écrire. On modifie le code, on regarde le navigateur. On modifie le code, on regarde le navigateur. 2 focus, c'est les focus le plus important en fait qu'on a. C'est le browser aussi comme IDE en fait. On l'appelle browser comme IDE. C'est vraiment en fait, ça donne un focus sur le problème au lieu d'aller repartir le focus sur plein de fenêtres. Et on va le voir aussi dans la démo qu'on va faire tout à l'heure. Et dernier point en fait, c'est un framework qui est fait par des développeurs web. Parce qu'en fait, l'histoire de Play, on va en parler aussi après, c'est qu'en fait, on ne s'est pas assis devant une table pour dire là, on doit faire un framework web. Alors, comment on fait un framework web?
c'était pas du tout le cas. On a des besoins réels, en fait, d'applications réelles au monde d'entreprise, d'applications web, là où il faut aller vite, là où il faut faire quelque chose de maintenable. Voilà, tous ces besoins, on les avait. On a essayé de faire tout ça avec les technologies qui existent. C'est-à-dire, on a pris les API de servlet, les GSP, on construit petit à petit, on a vu qu'il y a des trucs qu'on peut modifier pour améliorer soit la productivité, soit la performance. Et à un moment donné, il y a pas mal de pratiques en fait qui émergent, et on a packagé ce truc pour l'utiliser sur les divers projets. Et à un moment donné, en fait, ça fait du sens en fait de faire un projet de tous ces concepts qu'on a rajoutés au-dessus d'autres frameworks. Et c'est comme ça que Play est né. Play est né dans le monde réel, dans le monde d'entreprise en fait. C'est pas dans un monde imaginaire. Et ça vient des gens qui développent de web, qui font du développement web tous les jours. Clairement, voilà. C'est parce qu'on est Zenexity, donc on n'est pas éditeur, on n'avait pas besoin d'un framework web pour compléter notre stack technologique et dire on a besoin d'un framework web, faisons un truc et poussons-le. On est vraiment des gens qui font du web, c'était notre outil interne, on l'a open sourcé, ça a pris, on a continué de travailler avec dessus, mais c'est vraiment, ça vient des gens qui font l'outil. C'est vraiment un outil, en fait, quand on fait du web de design, de l'interface, de design, l'ergonomie, tous ces aspects qui sont super importants pour une application web, jusqu'à l'infrastructure. C'est-à-dire, on maîtrise toute la stack, on sait ce qu'il faut à chaque niveau de stack. Et c'est ça qui est important en fait quand on développe, on design et on développe un framework web, c'est prendre compte de toutes ces contraintes qui existent et toute la puissance qui existe aussi sur le stack de technologie. Donc ça c'est vraiment l'aspect fondamental du projet, quelque chose de productif, d'approchable, de simple, machin. Ça veut pas dire qu'on est en train de faire un truc, un jouet qui est bon pour du prototypage, pour aller vite, pour faire son petit blog à la maison ou le site de sa femme. C'est vraiment, on essaye de faire un framework, pareil, Sadek a dit, ça vient de l'entreprise et c'est Enterprise, c'est fait pour faire des grosses applications qui tiennent la charge, qui sont maintenables sur la durée, où on va faire intervenir des équipes assez conséquentes, donc turnover de développeurs, avec les problèmes de maintenance qui vont se poser, des projets assez longs avec les problèmes de maintenance qui vont se poser également, qui doivent être déployés, et quand on dit moderne, surtout avec cette version 2, dont on est en train de parler, qui prennent en compte les besoins actuels du développement web et surtout les problèmes qui sont en train d'arriver et que nous on perçoit, qui sont vraiment les problèmes de demain du développement web. La mobilité, le temps réel, le streaming, tous ces aspects. En fait, souvent quand on parle de... tout le monde le dit, mon framework est le plus performant, c'est super performant. Comment on fait la performance? On passe l'option secrète de la JVM, comme ça il va, le garbage collector, ou le truc va compiler un plus puissant, la JVM va optimiser. Nous on n'aborde pas comme ça la performance, ça vient après. Une fois qu'on a fait le travail de design, d'architecture, ça vient après. Okay. Avant qu'on aille par là, il faut faire une architecture qui est scalable, qui est performante. Ça va dans l'architecture, dans le design de chaque morceau de framework, c'est performant. C'est-à-dire qu'on a fait par exemple, c'est un exemple, Play 2, on a développé le corps, on a fini, on a terminé, on a conçu comme on veut. Après, à un moment donné, on a dit tiens, on lance un page bench dedans, on va ce que ça donne. On n'a rien optimisé, on n'a rien testé, on n'a pas testé en fait. Bien sûr, tout le temps, on était en train de réfléchir comment on peut répondre à ces contraintes avec le design, avec l'architecture. À un moment donné, on lance un page bench sans rien optimiser, on a encaissé 50 000 requêtes secondes sur une machine sur un Mac comme ça, sans optimiser. C'est-à-dire, il y a encore de chemin qu'on peut faire au niveau optimisation, mais déjà 50 000 requêtes secondes, c'est pas un petit chiffre. On voit que c'est juste, en fait, c'est un effet de bord, c'est un bon effet de bord d'une architecture qui est bien conçue. Et c'est ça, on dit, c'est solide. C'est pas solide parce qu'on a passé le temps à trouver les bonnes options d'optimisation, mais c'est plutôt dans l'architecture. From scratch, c'est fait pour être solide, pour être performant. Et ça se voit dans son modèle. Il y a un modèle réactif dont on va parler plus tard. Asynchrone, voilà, c'est des mots qu'on va expliquer plus. Et aussi, il y a un système de type for.
C'est-à-dire, on essaye d'utiliser le système de type parce que ça peut nous aider. Les autres, en fait, quand on parle asynchrone, tout ça, c'est plutôt performance au niveau des plans. Mais il y a aussi le maintenance parce que on fait pas le projet et on s'en va. Non, on fait un projet et après, ça part en maintenance. Et maintenant, il y a des futurs qu'il faut rajouter. Et à chaque fois qu'on rajoute des futurs, bah, ça risque de casser certaines choses. Et c'est pour ça qu'on a essayé, pas seulement avec les tests, mais en utilisant le système de typage fort, de rajouter certaines contraintes pour quand on est en maintenance, bah, on change quelque chose ici, et bah, ça va par exemple casser plusieurs modules ou plusieurs templates ou plusieurs interfaces. Bah, on va le savoir sans jouer les scénarios exacts, parce que le système de type il est assez générique pour détecter ce genre de problème. Vraiment, on a fait un équilibre entre test et compilateur et système de typage fort. Le framework qui tourne sur la JVM elle supporte un système de type, même si on peut avoir des langages dynamiques aussi sur la JVM. Mais nous, notre focus, c'était avant tout Java au début, avec un système de type. Ensuite, on a aussi intégré Scala, qui est dans la même logique, un système de type fort, et qui est encore un système de type plus sophistiqué, qui permet d'exprimer plus de choses. Donc on s'est dit, on va dans cette direction, prenons en compte cette puissance système de type et rajoutons du typage là où on peut, pour apporter cette sécurité, ce compilateur qui va apporter cette sécurité, qui va simplifier la vie sur le refactoring et la maintenance d'un projet. Voilà. Et moi, je suis toujours, en prenant les décisions, il y a beaucoup de gens aussi qui poussent et qui disent, mais là, tu sais que tu pourrais faire un truc comme ça un petit peu magique, et là, je te dis par réflexion, tu mets une annotation, tu découvres au runtime et tu injectes du truc. Et je sais exactement ça, parce que j'en ai fait aussi beaucoup sur Play 1, et je connais les limites de l'approche, et surtout, cette direction de dire, on va essayer d'être un petit peu magique, d'un peu passer à côté du système de type pour faire des trucs un peu plus sexy. C'est bien pour l'effet démo, mais je sais qu'on perd en maintenance, et surtout, à un moment donné, on va pas essayer de faire la compétition avec Ruby on Rails ou Django en Python. À un moment donné, eux, ils ont des langages dynamiques, ils peuvent faire des choses qu'on pourra jamais faire en Java ou en Scala, même si on fait tout par réflexion, si on met tout le code dans une string, dans une annotation, on pourra jamais se battre avec eux. Donc, plutôt dire, ok, assumer le fait qu'on est sur des langages statiquement typés et profiter de la puissance qu'on a derrière, justement avec ce compilateur, et profiter de ça, aller dans cette direction. Alors, c'est vrai que je pense que tout le monde ici passe la plupart de son temps devant un navigateur. Ça, on peut pas nier. Le navigateur, c'est vraiment essentiel. C'est l'OS sur lequel on passe le plus de temps. Hein. C'est le navigateur et c'est certains futurs super intéressants. Hein. C'est comme quelque chose comme le back button. Hein, c'est-à-dire, c'est dans la navigation, c'est dans la construction, en fait, dans l'architecture de web, il y a quelque chose qui est, je peux retourner vers là où j'étais. Le back button, c'est super intéressant, sauf que la plupart d'applications le permet pas. Non, je sais pas, je pense. Il y a surtout des Français, je sais pas si vous connaissez, vous achetez des billets de train et après en fait, moi je connais des applications, là il y a des alertes, là, il faut pas utiliser le back button. Ou pas trop. Des fois. Hein. Et pour nous c'est important en fait, c'est l'architecture web, c'est ça l'architecture web. Le back, c'est un back. Si on le gère pas bien, c'est notre problème. Et si on fait l'architecture web, c'est naturel. Il faut pas le gérer en fait. C'est pas un truc à gérer en fait. Si on fait de pure web, de l'architecture web, ça va tout seul. C'est géré par l'architecture, c'est géré par le web. C'est une propriété du web, le fait de pouvoir faire reload, back, forward. Si on a le géré dans son framework ou dans son application, c'est qu'on fait quelque chose qui va à l'encontre de l'architecture. C'est un truc qui est pas naturel. Normalement, on n'y pense pas. Il y a des gros articles. Moi, je peux citer comment gérer le back button. Moi, je dis comment gérer. Il implémente un browser ou quoi, lui? Et des articles, hein, c'est comme ça qu'on gère. Vraiment, en fait, ça va dans la bonne architecture. Le framework prend en compte. Vous faites exactement l'architecture web, c'est géré naturellement dans votre application. Et en fait, ça va en fait dans le fait qu'un framework est stateless. C'est-à-dire, l'architecture web c'est stateless. Le framework est stateless. Stateless, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne veux pas laisser un état de conversation avec le serveur. C'est-à-dire requête-réponse. Requête-réponse.
Re-requête, la même réponse. Ou un autre si l'état de la base est changé. Mais il n'y a pas un état. En fait, le problème de Backbone, c'est quand on stocke un truc temporaire pour un client, après il rafraîchit son navigateur ou il va back, on était dans un état un peu bizarre. Et c'est ça la session. En fait, la session est beaucoup plus grave que ça. Beaucoup plus grave parce qu'en fait, on connaît Session Timeout à tous si on a développé des applications ou GE. Et ben en fait c'est exactement le problème, c'est que la session c'est un truc bizarre, c'est comme un cache, comme un cache mais pas vraiment un cache en fait. C'est un truc qui correspond à la session utilisateur, sauf en fait moi je peux tout à fait être devant mon navigateur toute la journée. Mais 10 minutes après, j'essaye de cliquer et il me dit ah il n'y a pas de session. Mais en fait je perds par exemple mon call for paper là pour la conf. Et je dois le réécrire bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis allé juste prendre un café, mais bon, le problème, voilà, il y a une session, il faut respecter. Alors, c'est quoi la session? Il me dit, la session, c'est ta session, c'est ta connexion avec le navigateur. Mais j'ai jamais déconnecté, j'ai rien fait en fait. Et en fait, lui, il considère que j'y suis allé. Alors, pourquoi il considère ça? Il considère ça parce que il n'a pas assez de place pour mettre tout le monde en fait. C'est juste, c'est limité en fait. Tout le monde met dans la session. Hein. Si chaque utilisateur va mettre, on va dire, 100 kilobytes dans la session, 100 kilobytes, c'est pas beaucoup hein, par rapport à ce qu'on met dans la session aujourd'hui. Eh ben, si je mets l'utilisateur, j'ai 100 000 kilobytes dans le, et ça charge. Et c'est pour ça, à un moment donné, je dois vider tout le monde. Et voilà, c'est des sémantiques très très compliquées en fait, une session. Alors, on peut enlever ça et mettre des sémantiques beaucoup plus claires, comme les sémantiques de cache. Les sémantiques de cache, bah oui, c'est quelque chose que tu peux effacer à n'importe quel moment. Ça n'impacte pas l'expérience utilisateur. Hein. Si l'utilisateur revient et j'ai pas le cache, bah je peux le récupérer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'état entre conversations. L'utilisateur, à chaque fois, il va me poser la question, il va me donner son contexte. Il va me donner son contexte dans la requête et aussi dans le cookie. Il va me dire voilà qui je suis et voilà ce que je veux faire. Et il y a assez d'informations pour savoir comment répondre. Après que le fait que j'ai pas cache, je l'ai plus dans le cache, c'est juste une question de performance et d'optimisation. Mais le cache, les sémantiques de cache sont très intéressantes. Moi, j'essaie vraiment de descendre dans les détails parce que c'est important de comprendre ce qu'il y a dans les détails. Parce que tout le monde parle des choses et on comprend plus rien, qui a raison, qui a pas raison. On dit d'emblée, il n'y a pas de session parce que c'est cette lettre. C'est pas vrai. Il y a une session, qui est une vraie session, qui est là pour stocker l'information de session de l'utilisateur, qui expire quand l'utilisateur ferme son navigateur, donc ferme sa session utilisateur, et il y a un cache. Et les deux sémantiques, comme expliqué Sadek, sont très clairs pour nous, et on n'essaye pas d'avoir un concept qui essaye de faire un peu les deux. J'espère que c'est clair. On va de temps en temps, on va essayer vraiment de parler des détails parce que il y a de l'amalgame, les gens comprennent pas parce que chacun en fait essaye de parler de son framework comme le meilleur framework sans rentrer en détail. C'est important de parler de ce genre de détails. Voilà. De toute façon, pour dire ce qu'on a dit, c'est le web, il est comme ça, quoi qu'il en soit. Il marche comme ça. On a dit, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de faire un framework web qui fight le web, donc qui se bat contre le web pour faire des choses différentes de ce que le web était conçu, il perd à chaque fois. Et ça j'en suis convaincu. Vous pouvez essayer de faire tous les frameworks web qui se battent contre le web, à un moment donné, c'est toujours le web qui gagne. Alors moi, j'essaie les applications. Si vous voulez une liste des applications qui supportent pas le web, je le connais parce qu'en fait, moi, j'ai une cinquantaine d'onglets toujours ouverts. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à travailler autrement. Et en fait, ça passe pour un mois les onglets ouverts. Et pour ceux qui fonctionnent bien, à chaque fois que je redémarre tous les onglets, tout passe bien. J'ai exactement la page que j'avais. Et pour ceux qui ne fonctionnent pas, j'ai une page bizarre et après voilà. Il faut recommencer. Un autre bouton du navigateur, le bouton Reload. Ça, c'est un petit peu ce qui a permis de faire la notoriété du projet Play au début. C'est un des trucs qui est à cheval sur ce qu'on dit la simplicité d'utilisation, le confort d'utilisation et l'architecture. Pourquoi? Parce que le confort d'utilisation, c'est j'ai envie de me focaliser sur mon browser et sur mon code. Si je fais une modification de mon code, j'ai envie de rafraîchir mon browser et de voir la modification tout de suite. C'est des choses qui existent depuis toujours en PHP, sur Ruby on Rails, sur Django, le langage dynamique comme ça, qui n'existent pas dans Java. Et pourquoi ils n'existent pas dans Java? Ou dans J2E plutôt, pas parce que Java c'est un langage compilé, parce que finalement un langage dynamique ou un langage compilé c'est la même problématique. Le langage dynamique on va juste le réinterpréter, le langage compilé oui il faut le compiler avant de l'exécuter, mais ça c'est un détail d'implémentation, c'est très facilement réglable. Non, le problème c'est que pour recharger à chaud, je suis obligé de recharger le code et si j'ai un état sur le serveur, et là je suis coincé.
parce que j'ai un état de la requête d'avant qui est quelque part dans ma session mémoire. L'utilisateur a changé plein de code, a changé les objets qui sont peut-être en session, et maintenant qu'est-ce que je fais pour recharger? J'ai pas toute l'information qu'il faut pour savoir répondre maintenant. C'est-à-dire, il a changé le code, mais j'ai pas toute l'information. J'ai perdu certains et je sais pas comment répondre. Parce que il y a cet état qui est un peu bizarre, qui est toujours maintenu dans le framework. Donc ce qu'on a expliqué juste avant, ce côté stateless, ça, c'est aussi ce qui permet d'avoir ce hot reloading qui marche finalement. En fait, et on dit pas qu'on est fort, c'est pour ça qu'on a fait ça. Non, en fait, on a essayé de respecter le web, et tout en coup, il y a des trucs comme ça, faciles, qu'on compte faire, on va employer plusieurs jours pour implémenter le truc. Ah, finalement, en fait, c'est très facile, parce qu'on a respecté l'architecture, on peut reloader, il y a tout ce qu'il faut dans la requête, il n'y a pas de problème. Et un autre aspect en fait de navigateur, c'est pouvoir, du web, c'est pour pouvoir bien écrire son URL. On va pas trop tarder dessus, mais c'est vraiment avoir des URL qui ressemblent pas à ça en fait. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Non, c'est pas forcément. Il y a beaucoup de trucs. Voilà, l'URL. Finalement, HTTP, c'est un espèce de canal technique dans lequel je vais passer mon protocole applicatif à moi que j'ai inventé, qui me permet de faire mon framework. Qui est meilleur que HTTP en fait. Donc j'utilisais Post tout le temps parce que finalement dans Get j'ai pas assez de place pour passer avec certains navigateurs. Voilà. Donc j'utilise Post. De toute façon, je m'en fous, c'est un canal technique à la limite. Post ou Get c'est la même chose. Et puis l'URL, c'est pareil, c'est un bout de truc technique dans lequel je peux encoder ce que je veux, qui va me permettre à mon framework Java de se retrouver. Et c'est pas du tout comme ça qu'on approche nous le web sur le projet Play. C'est vraiment l'URL, c'est l'URL. HTTP c'est le protocole applicatif. L'URL est importante. La méthode HTTP est importante parce que la méthode HTTP a des sémantiques. On va pas s'étendre là-dessus, mais les sémantiques entre un get et un post, notamment, sont vraiment très différentes et ont un sens pour tous les équipements réseau qui sont entre vous et le serveur. Et en fait, il faut savoir que HTTP, c'est pas c'est l'architecture, c'est pas une architecture bas niveau, c'est vraiment haut niveau. C'est quelque chose de modulable, c'est quelque chose de composable. Et il n'y a pas beaucoup de propriétés d'architecture très haut niveau qui sert en fait pour architecturer son application et ses modèles. Voilà, c'est parce qu'en fait ce genre de framework, ils essayent de dire en fait c'est un truc très bas niveau et moi je suis haut niveau, je me mets mon truc au-dessus. Vraiment pas du tout. L'architecture web, c'est vraiment une architecture au niveau. Avec des ressources, des opérations à faire sur des ressources, des représentations des ressources. C'est un modèle de programmation en fait. C'est vraiment un modèle de programmation très extensible et très très solide. On va pas, comme dit Guillaume, on va pas tarder trop dessus, mais il y a pas mal d'articles, je pense, qui expliquent cela. Voilà, donc juste pour fixer un peu les idées et justement revenir un peu sur à quoi ça ressemble concrètement Play. Si moi je le télécharge demain, notamment là on parle de Play 2 aujourd'hui, si je le télécharge demain, à quoi ça va ressembler, comment je démarre, je vais vous faire la petite démonstration. En installation, pour installer Play, il n'y a pas une cérémonie. Hein. On télécharge le zip, on le dézip, c'est fini. Il faut juste mettre dans le path, mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas de wizard, de bizarre ou n'importe quoi. Il y a vraiment juste un zip qu'on dézip. Voilà. Et ensuite il y a ce script qui s'appelle Play, play.bat pour Windows et Play pour les Unix, qu'on met dans le path. Et puis à partir de ça, je peux demander à créer une nouvelle application. Donc devoxfr, voilà. Ensuite, on va demander un template de projet. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. On essaye de créer une structure standard de projet. Pourquoi ? Déjà pour vous permettre de démarrer facilement, et puis que tout le monde ait un petit peu la même structure de projet. On préfère ça, un outil qui crée la structure de projet pour vous, qu'une documentation qui dit, vous savez, vous créez le répertoire WAR, vous créez le répertoire WebInf, ensuite vous créez le répertoire lib, puis vous mettez le jar là-dedans. Mais voilà. Donc on fait des structures de projet, on essaye d'étendre ça parce que on est basé, alors ça c'est un peu technique, sur SBT qui supporte un truc qui s'appelle GitHub qui permet de partager ces templates de projet sur GitHub, donc c'est intéressant que du coup la communauté puisse commencer à partager ces templates de projet Play. Moi je fais un projet un peu Java, moi un projet un peu Scala, moi j'ai un projet avec Tutor Bootstrap déjà, moi j'ai un projet jQuery, moi j'ai un projet Dojo Toolkit, je sais pas. Ça c'est quand on parle d'extensivité. Mais ici en fait par exemple le choix c'est pas de dire on va décider upfront est-ce que je fais Scala ou Java. En fait non, c'est vraiment est-ce que je te veux que je génère une petite application Scala par défaut ou une petite application Java par défaut. Mais à n'importe quel moment, si on a choisi l'option Java, on peut écrire de Scala bien sûr à un moment donné. Et si on a choisi l'inverse, on peut voilà. Il y a pas de problème entre les deux technologies. C'est pas une décision à faire. Il n'y a pas de décision à faire.
Donc voilà ce que ça m'a créé, un répertoire avec la structure standard du projet, je vais revenir juste dessus. Donc ensuite, j'ai cette commande play qui me permet, quand je suis dans un projet créé, de lancer ce qu'on appelle la play console. Donc c'est quelque chose qui a un peu changé dans Play 2. Avant, on avait dans Play 1 un ensemble de scripts qui était écrit en Python d'ailleurs, qui permettait de faire tout un tas de commandes. Et dans Play 2, on a une console de développement qui permet du coup de rester dans la console et de lancer les différentes commandes. Donc typiquement, ce que je veux faire, c'est démarrer mon application. Donc voilà, l'application démarrée. Il y a un serveur HTTP qui est JBusNetty qui fait partie de l'installation, de package d'installation, du framework même pratiquement, même si c'est pas le seul serveur possible. Mais c'est pas un framework de dev, c'est à la fois le framework de dev, mais c'est également le framework de prod. C'est un serveur de dev et un serveur de prod. C'est un serveur qu'on peut utiliser pour mettre en production. Donc finalement, on a le même package du développement à la production. Et donc mon application est créée. Donc vous voyez ici, c'est marqué sur le port 9000. Et vous avez cette première page de l'application. Donc quand on parle d'approchabilité aussi, c'est typiquement, c'est ça. C'est quand vous créez un nouveau projet, déjà on vous a une structure de projet déjà faite, et puis quand vous chargez la première page, on vous dit pas simplement ça marche ou page blanche, c'est cette page qui vous explique pourquoi je vois cette page. Je vais vous expliquer juste après. Et aussi, c'est votre première fois. Ici, il y a le tutoriel. Si vous avez besoin de mettre en place un IDE, voilà comment il faut faire. Se connecter à une database, les trucs classiques. Et puis également, avoir sous la main, pendant qu'on développe, la documentation en local. Ça, c'est la documentation au sens, c'est une copie du wiki en fait, qui est snapshotée avec la bonne version ici. Et puis évidemment les API, la Scala API ici et la Java API ici. Voilà, donc ça c'est le côté approchable du. On vous laisse pas tout seul. Et il y a en fait un truc important en fait, il y a deux API, comme on a dit, API Scala et API Java. Et on n'utilise pas l'interopérabilité Scala pour exposer l'API Java. C'est vraiment une API pour Java, qui ressemble à Java, qui est écrit en Java aussi. Vraiment, on expose une API très proche de Java, c'est une API Java, et une API pour Scala qui ressemble à Scala. On n'essaie pas de faire le mélange et dire allez utiliser l'API Scala ou depuis Java, allez utiliser Scala, allez utiliser l'API Java. Vraiment, il y a on a fait beaucoup d'efforts en fait et on a passé beaucoup d'énergie pour faire quelque chose qui est bien conçu pour les deux langages. Il y a deux API, il y a deux namespaces d'ailleurs, qui ont la même structure. On va retrouver la même structure, cache, form, binding, machin, mais c'est pas forcément la même chose. Hein, c'est la même idée, la même structure d'API, mais des fois ça va changer. Par exemple, la validation, comment on fait un formulaire, en ce cas-là, c'est à base de fonctions, et on écrit des fonctions de contraintes, des fonctions de validation, parce qu'on a cette puissance des fonctions, et puis c'est très idiomatique par rapport à ce cas-là. Par contre, en Java, on va pas essayer de faire ça n'a pas de sens. En Java, c'est quoi? C'est plutôt du binding dynamique, donc prendre un Java bin et binder par réflexion ses attributs à partir du formulaire. Et puis pour la validation, il y a bin validation avec des annotations, et on va utiliser ça. Donc voilà, c'est vraiment idiomatique par rapport au langage. On va pas essayer de vous pousser des annotations si vous êtes en Scala, parce qu'un mec qui fait du Scala, les annotations, il n'en veut pas. On va pas essayer de vous pousser des fonctions de validation en Java, alors que malheureusement, vous n'avez pas les fonctions dans le langage, et vous, ce que vous avez, c'est les annotations et tout ça. Mais on va retrouver les mêmes concepts. Bien sûr, c'est le même framework, les mêmes concepts. On va trouver de la validation, des formes, voilà, et on va trouver les mêmes choses, mais ils sont développés, bien ciblés pour le langage. Donc là, j'ai créé un structure de projet donc en Scala. Donc le premier truc que j'ai, c'est un petit contrôleur en Scala. Pas très important que ça soit Scala ou Java. D'ailleurs, je vais faire un petit contrôleur en Java juste après. Mais voilà, donc comme on disait, déjà, le truc intéressant, c'est de pouvoir modifier son code ici, de pouvoir sauvegarder, et quand je vais dans mon navigateur, quand je refresh, de voir la modification. Bien sûr, si je suis capable de faire ça, c'est super quand ça se passe bien, mais quand ça se passe mal, si j'ai une page blanche, je suis un peu perdu. Donc toute l'idée aussi, c'est par exemple, c'est si je fais une erreur dans mon code, j'ai le même workflow, mais
au lieu de vous montrer une page blanche ou une vieille stack 13 quelque part à aller regarder, on essaie quand même de vous montrer les erreurs. On dit le focus c'est le browser dans votre browser. Donc ça c'est une erreur de compilation, ce qui n'a rien à voir avec l'exécution, une erreur de compilation. Mais si j'ai une erreur d'exécution, je vais essayer voilà, une division par 0 notamment, ça devrait faire une belle erreur, une runtime exception, ça va compiler, mais quand même à l'exécution ça va pas marcher. À l'exécution, pareil, au lieu de vous montrer la stack trace, on va essayer de retrouver à partir de la stack trace dans quel code ça s'est exécuté, puis à partir de quel code ça s'est produit l'exception, de remonter à votre code à vous. Quel est votre code à vous, en tant que code source de votre projet, qui est là où vous pouvez modifier quelque chose, parce que moi vous dire au fin fond de cette classe là ça a pété, mais c'est pas votre code, ça vous intéresse pas. Donc on remonte jusqu'à votre code source, et du moment qu'on a votre code source, on dit à partir de ce moment là dans votre code il y a un truc qui s'est passé. Ouais, tu peux le corriger là, en fait ici ça me stresse. C'est une erreur. En fait, tu peux revenir vers le code. En fait, ici, on voit bien l'architecture web. Là, on l'envoie OK. On voit pas un string comme ça dans l'espace. On dit je veux le statut OK. Voilà, c'est propre, c'est l'architecture web. On la respecte et on dit ce qu'on veut. Parce qu'en fait, après, je peux envoyer d'autres statuts. Parce que OK, c'est pas le seul statut. J'espère que vous savez. Je peux envoyer internal server error. Ou j'étais un peu trop on va taper. Je vais taper not found. Voilà. Not found, c'est une réponse valide pour un navigateur, c'est 404. Mais il y a du contenu. Moi, et si je regarde de ce niveau, j'ai pas de différence. Pour moi, c'est la même chose. Par contre, pour le navigateur, celui qui regarde dans la source, il n'a pas le même status code. Voilà. On voit que c'est 404, mais on peut donner de texte dedans, parce qu'en fait, c'est un statut comme d'autres. Et il y a plein d'autres statuts qu'on peut répondre. Mais voilà, dès le début, on voit que voilà, on va respecter l'architecture web, on va maîtriser en fait ce qui existe dans le web. Alors, il y a un autre composant qui est important, rapidement, c'est là j'ai mis une string, donc, alors c'est pas du tout magique, tout ça c'est compilé, alors, je vais vous montrer pourquoi c'est compilé. Là j'ai mis une string comme réponse de ma réponse HTTP, comme contenu de la réponse HTTP, donc du coup le framework a inféré que je voulais envoyer du text plain, et voilà, la string rentre dans la réponse text plain. Je peux aussi demander une réponse HTML en passant un template, ce qu'on appelle un template qui est un fichier mixé HTML Scala qui va générer du HTML dynamique. Je peux me dire, oui mais de ce coup là il y a de la magie alors. Par exemple si je dis je vais envoyer 9 ça renvoie quoi comme réponse HTTP? OK de 9. Là avec Play 2 ça compile pas. Voilà, ça compile pas, ça veut dire moi, a priori, je sais pas ce que 9 peut représenter comme type de contenu. Donc, parce que pour envoyer une réponse HTTP, j'ai besoin d'un meme type. Est-ce que c'est du text plain, du texte HTML, du texte JSON, du texte XML? A priori, 9, ça me dit rien, je sais pas. Et c'est une erreur de compilation, c'est pas une erreur runtime ici. C'est-à-dire que ce que j'ai écrit n'a pas de sens d'un point de vue HTTP et ne compile même pas. Et bien sûr, on peut étendre le framework pour supporter 9 pour dire, par exemple, c'est du JSON, ou mon protocole, ou mon type média à moi. Il lui dit. On peut écrire ce qu'on appelle un writable de int, c'est quelque chose qui sait écrire un résultat qui passe HTTP à partir d'un int. C'est tout simplement ça. Donc si je remets comme avant c'était avec mon template, pour vous montrer à quoi ressemble un template. Donc view HTML index, c'est quoi? C'est une classe qui est compilée en Java, enfin qui est compilée en bytecode, donc à la limite que vous pouvez l'utiliser de la même manière en Java ou en Scala. C'est défini dans un fichier comme ça, on appelle scala.html. C'est un fichier HTML avec des petites parties dynamiques qui sont pour le coup écrites en Scala. L'idée de ce système de template, on s'est largement inspiré du système de template de ASP.NET qui est le nouveau standard qui s'appelle Razor, je crois, c'est ça? Razor. Et on s'est inspiré à la fois de la syntaxe et du système de template lui-même. Pourquoi? Parce que la syntaxe, ce qui est intéressant avec ce nouveau système de template qu'ils ont fait par rapport aux anciens ASP, PHP, tout ça, qui avait plusieurs types de symboles, ils ont introduit un seul symbole pour tout, qui est le arrobas, qu'on a repris, et qui permet de dire, là je commence du code dynamique, là je commence, eux ils supportent, je sais pas, C#, je crois, ou VB.NET ou machin, là je commence du code dynamique, avec un parseur qui est capable de dire, ah ok, ça c'est du code, donc pour nous c'est du code Scala, et on sait là où ça s'arrête. En fait, si je fais ça, là je commence à écrire du HTML, là je commence du code dynamique, j'écris message,
Et là, je commence à écrire du HTML et j'ai rien dit. J'ai pas dit là, je m'arrête. C'est par rapport au contexte en fait, qu'on sait que voilà, ça commence maintenant de code qui n'est pas de code de Java ou Scala, de code serveur. D'ailleurs, ça marche en HTML, mais ça marche aussi avec n'importe quoi. Donc, on prend les slides. Oui, on peut prendre les slides. Donc voilà, ça c'est pour l'idée, voilà, la console, comment ça marche, le recherche. Cette dernière chose, en fait, c'est le fichier de route. En fait, il y a un seul endroit centralisé pour dire comment on répond à une requête HTTP. Par exemple, là, on dit un get sur slash, ça va envoyer vers tel contrôleur. Mais si je dis un get sur slash hello, ça va appeler contrôleur application hello, d'accord, et que je recharge mon application. Il va me dire, ah oui, mais ça n'existe pas. Et du coup, je vais devoir écrire def hello. Et ici, comme je ne sais pas ce que je vais implémenter encore, je peux mettre to do. Mais en fait, to do, c'est un résultat valide de... Et du coup, quand je vais sur hello, bah, j'ai to do. Et si je regarde le code HTTP de to do, eh ben c'est pas un 200 OK avec du HTML, c'est un to do, c'est get, c'est 501 not implemented. Qui existe dans HTTP en fait, dans le protocole. Voilà. On reprend les slides parce que 55 minutes ça passe très vite. Donc maintenant, en fait, bien sûr, ces avantages, ces propriétés, on les avait bien sûr depuis Play 1, on s'est amélioré. Là, en Play 2, on est encore plus solide. On sent, voilà, on a implémenté ce qu'on veut exactement implémenter. Mais je veux parler un peu plus de l'histoire de Play 2. Pourquoi on a pensé à un moment donné de faire Play 2. Alors, la première chose, en fait, comme j'ai dit, on fait à Zenexcity, en fait, on fait des applications web. On fait des applications web pour les entreprises. On voit ce qui se passe et par où ça va aller. Et c'est exactement pour ça, en fait, on a vu qu'il y a un changement là. Et pour ce changement-là, il faut faire quelque chose. Il faut qu'un framework web ait la puissance, en fait, pour ce changement qui va arriver. Alors, c'est pour ça que je veux parler un peu de l'histoire du web, un peu comme on le voit. En fait, tu peux parler? Non, vas-y. En fait, c'est dur à deux. En fait, on a commencé il y a quelque temps là, avec, on a dit là, il y a le web, il y a l'internet, et c'est quoi le web? On peut faire une page web pour l'entreprise avec l'adresse, un contact, avec des trucs qui flashent. C'est bien, hein, des trucs statiques, c'est bien. On donne notre adresse à quelqu'un, s'il a internet, il va l'ouvrir. Et à un moment donné, en fait, on a rajouté quoi? On a rajouté quelque chose de super intéressant. On a rajouté des compteurs, hein, pour compter le nombre d'utilisateurs. C'était super dynamique le truc, ça dépend des utilisateurs. C'est pas comme une page statique, ça change. Et de temps en temps, je vais aller le voir, je vais voir combien la date du jour, comme ça. Ah, on a rajouté la date, c'est bien ça, la date du jour. Et ça vient complètement côté serveur. Là, je sais pas quoi l'intérêt, mais bon, quand même, ça vient de serveur, ça vient de quelque part. C'est dynamique, hein, c'est pas statique, ça c'est intéressant. En fait, on a trouvé que ça fait du sens, ce changement. Et on a commencé à rajouter encore plus de trucs dynamiques. Hein. On rajoute un peu le nom de l'utilisateur, ou on rajoute des bouts en fait dynamiques dans la page, partout dans la page. Allez, ici on a un bout dynamique, un bout dynamique, un bout dynamique. Et voilà, c'est là où on a les langages PHP, ASP. C'est voilà, une page avec des portions dynamiques. On en rajoute. Et à un moment donné, ça devient le bordel à l'intérieur du navigateur. Ah, ça fait plus de sens de continuer comme ça. Ça scale pas en fait. Même c'est intéressant de faire de web dynamique, des trucs serveurs, tout ça, mais avec ce paradigme, je passe mon temps à parcourir les 10 000 lignes à trouver où est le bug en fait. Le truc, c'est pas scalable. Et c'est là, en fait, après le dynamique, on a fait le structuré. On s'est dit, là, on doit se structurer, on doit faire quelque chose de plus structuré, comme ça, on peut scaler. Scaler, je veux dire, dans l'application, pour la taille de l'application. Comment? On a commencé à dire MVC, on va faire un modèle view controller, séparer les trois choses.
faire des templates, voilà, ça fait plus de sens, entière, voilà, ça c'est le web structuré. Et ça a bien fonctionné, on a fait beaucoup d'applications avec le web structuré, avec ce genre de pattern. Bien sûr, il y en a d'autres, mais voilà, l'idée c'était, on va structurer. Et après avoir structuré, on a commencé, on a trouvé qu'il y a un truc intéressant en fait. On peut, sans faire aller-retour côté serveur, changer quelque chose dans la base, sur la page. Hein, ce qu'on appelle après Ajax. Ah mais c'est cool ça. Et on a rajouté un petit Ajax ici, un petit Ajax là-bas, autocomplete. Et à un moment donné, on retrouve le même bordel. Côté navigateur, avec plein de requêtes qui reviennent, bah là, on est la même phase qu'on avait de côté dynamique. Il faut quelque chose, il faut restructurer la partie streaming en fait. Ça c'est des streams. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ouvre notre Twitter, dans quelques secondes, il y a 10 tweets, ou 20, ou 100 tweets qui arrivent. C'est des streams. Pareil Facebook. Pareil, notre mail, il est en train de se mettre à jour tout le temps. Il y a beaucoup de streams qui existent sur le web et on doit les gérer. On doit les gérer avec un modèle. On peut plus gérer avec l'ancien modèle, avec le modèle MVC, avec quelques portions. Il faut structurer ce monde-là. Et c'est pour ça, on croit qu'il faut un framework web qui sait gérer ce genre de situation, ce genre de puissance qui émerge en fait. La puissance de l'A5, parce qu'il y a des parties A5 qui partent sur le navigateur, de la puissance streaming, des feeds, tout ça en fait. Il faut un framework qui prend en compte toutes ces propriétés de web. Donc, je passe rapidement, mais du coup, voilà, donc, cela qui a dit, il y a une nouvelle ère d'application. Je pense vraiment qu'on est en train de démarrer une nouvelle ère d'application web et que ça change énormément de choses dans la manière dont nous, on doit écrire. Alors, il n'y a pas seulement le web, il y a aussi le côté qu'il y a des stores, il n'y a pas tout qui rentre dans une base relationnelle, il y a d'autres bases non relationnelles qui fournissent des modèles super intéressants pour certains cas, comme orienté prédicat, sémantique, orienté JSON, dire des objets JSON, documents, gros fichiers, voilà, tout ça, c'est plusieurs modèles de stockage on doit le prendre en compte. On ne peut plus cacher ce genre de trucs, il faut les prendre en compte pour pouvoir scaler en fait les utilisations du web moderne, ce qu'on appelle web moderne, et aussi au niveau déploiement, parce que bien sûr on entend parler de cloud, tout ça, mais après il y a un modèle de déploiement qui est complètement différent. Je déploie mon application et lui, en fait, par rapport au trafic qu'il va avoir, il va être élastique. Il va prendre plus en plus de serveurs, par exemple. Et il y a certaines parties qui nécessitent plus de serveurs que certaines parties. Ben, ça, il faut que l'architecture prenne en compte pour pouvoir répondre à ces contraintes et à ces challenges. Donc, par rapport à ces challenges, il y a quand même un truc qui est fondamental dans l'architecture de Play 2, et le truc sûrement le plus compliqué à appréhender, c'est comment gérer tous ces flux de données de stream qui deviennent énormes, avec des milliers d'utilisateurs connectés à votre site web. C'est pas des milliers de clics, de requêtes par seconde, c'est des gens connectés à votre système, qui attendent de l'information, qui sont encore connectés parce que vous allez lui pousser des notifications. Et ça change vraiment tout. Alors, là, on va reparler un peu de détails, des détails techniques. J'espère que vous êtes prêts. En fait, il y a un problème aujourd'hui dans le modèle de la plupart de framework web, c'est que on va voir un utilisateur vient, un thread dédié, 2 utilisateurs, 2 threads, 1000 utilisateurs, 1000 threads. Alors 1000 threads, c'est quoi le coût de 1000 threads? Chaque thread, en fait, déjà, c'est une ressource en soi. On n'a pas beaucoup de threads sur la machine. 1000, c'est énorme. Hein. C'est 1000, je ne sais pas s'il y a une machine avec 1000 threads dans une VM. C'est beaucoup. Et c'est pas seulement le thread en soi. C'est aussi le mémoire alloué pour le thread. La stack. Voilà, il y a tout ça pour un utilisateur. Il a de la chance d'avoir autant de mémoire. Et ça se voit que ça scale pas, en fait. Surtout, en fait, dans le monde web moderne, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller requêter des API REST, des API web en fait. C'est-à-dire Google, Eventbrite ou d'autres services, ou même nos propres services entreprises qui se trouvent de l'autre côté de réseau. Et ben, on requête. Lui, il va faire son traitement. Moi, je suis bloqué. J'attends. Allez. Et après, à un moment donné, il me donne la réponse. Je fais quelque chose. Mais pendant ce temps-là, je suis toujours en train de bloquer des ressources de la machine. Ça va pas.
C'est-à-dire ça va, c'est-à-dire pendant l'OS attend la réponse de l'autre serveur qui va peut-être passer quelques secondes à répondre, moi je peux aller faire autre chose. Le thread est capable de faire autre chose. Et c'est ça, un modèle pas proactif. Je dis pas, voilà, faites ça et moi j'attends. Non, plutôt réactif. C'est-à-dire, je donne de travail à faire, tant que j'ai pas de réponse, je peux faire autre chose. Et quand j'ai une réponse, je peux la prendre et faire un petit traitement. Et quand j'ai encore quelque chose à scheduler, bah je fais une autre fois, et ainsi de suite. Je continue à faire ce genre de travail réactif. Voilà, je fais des schedules, des trucs et je récupère. Voilà, ça c'est un web beaucoup plus réactif. Après, il y a encore plus sophistiqué. Je fais plusieurs services et quand j'ai les réponses de tout ça, j'envoie un autre paquet de services et ainsi de suite. Et tout ça, il faut pas bloquer de ressources pour ça, parce qu'il y en a pas besoin en fait. Et c'est exactement l'architecture dont on parle. Alors aujourd'hui, par exemple, dans l'API Java, ça c'est, je prends le Javadoc de stream, ce qui permet en fait, ça c'est un autre scénario, le scénario de streaming. On a dit on va faire des streams et tout ça. Bon, dans la documentation, il y a une méthode read qui nous permet de lire un input stream, un stream qui vient. Hein, ça peut être des binaires, ça peut être tout et n'importe quoi. Et en fait, quand je fais read, il va me bloquer. Il va me bloquer. Pourtant, il n'y a rien. S'il a rien, en fait, il n'a pas encore reçu les data. C'est-à-dire, voilà, un scénario très intéressant. Quelqu'un qui upload un fichier, un utilisateur qui upload un fichier. Il fait upload, en fait, lui, il est malin. Il va faire ouvrir son telnet et commencer à envoyer un chunk. Moi, je reçois le chunk, je dis, donne-moi le prochain. Et lui, il n'envoie rien. Et là, je suis bloqué. Et en fait, s'il fait 1000 requêtes comme ça, ou 100, ça dépend combien de threads on a sur la machine, le serveur est down. Pourquoi? Parce que j'attends qu'il me répond. Ben, ça, c'est très facile à reproduire avec n'importe quel framework qui utilise ce genre d'architecture. Alors, il n'y en a pas besoin. S'il ne m'envoie pas, je fais rien. Et bien sûr, je sais que je dois continuer à traiter son truc, mais je fais rien. Ok, ça c'est un monde complètement différent d'architecture qu'il faut apprendre. Voilà, c'est pour ça qu'on a trouvé cette petite image qui exprime bien l'idée du réactif plutôt que proactif. C'est vous donnez une grosse tâche à faire à quelqu'un, par exemple lire un gros bouquin. Vous dites va faire ta tâche et quand tu as fini, tu viens me dire que tu as fini. Et tu t'attends pas que le mec il lise devant toi ces 1000 pages. Alors du coup, on a besoin d'un nouveau modèle complet pour architecturer le framework de la base. C'est ce qu'on a travaillé avec Sadek, c'est Reactive Programming. Mais pour un Reactive Programming, il faut des abstractions, il faut le modéliser ça. Alors on dit réactif, c'est-à-dire moi, je fais rien tant que j'ai pas quelqu'un à me le dire. Ok, c'est-à-dire c'est celui qui pousse les données, qui dit voilà, il y a quelque chose à faire. Et s'il me dit ça, et il me dit pas, je peux rien. Alors quand on dit inversion de contrôle, est-ce que ça veut dire j'ai plus de contrôle? Non. Il faut avoir quand même de contrôle. Imaginons que je vais lire des fichiers, plein de fichiers en fait. Et à un moment donné, je vais dire c'est bon, j'en ai plus besoin en fait. Si j'ai pas de contrôle, je peux pas envoyer cette signal pour dire c'est bon, j'arrête. C'est pour ça qu'il faut être en version de contrôle, mais sans perdre le contrôle. C'est-à-dire à n'importe quel moment, j'ai l'opportunité de dire c'est bon, je vais arrêter, ou j'ai une erreur, ou arrête de processer tel fichier. Voilà, ça c'est important. Il y a plein d'exemples en fait dont on peut parler, mais le problème, là il me reste pas beaucoup de temps. Mais c'est important de comprendre en fait qu'on va faire cette inversion de contrôle pour faire la programmation réactive, mais sans perdre le contrôle. Et on a utilisé un concept qui s'appelle iterative enumerator, qui exactement exprime ces deux besoins, l'inversion de contrôle sans perdre de contrôle, qui vient de monde inspiré de monde Haskell, pour répondre exactement aux mêmes besoins. En fait, c'est simple, c'est très simple en fait. L'itératif, c'est le consommateur. Okay, c'est lui qui va consommer. Okay? L'énumérateur, c'est celui qui va pousser des données, des data. L'énumérateur, il est capable d'envoyer deux signaux, soit input de quelque chose, avec une portion de données, soit end of file. C'est tout. Il dit voilà, j'ai des données pour toi à traiter, ou voilà, c'est fini, je ferme. Il peut avoir plusieurs éléments. Il y a un peu de données, un peu de données, un peu de données. Et à exactement. La fin, end of file. Voilà, c'est pour ça, c'est des chunks. J'envoie des chunks et à un moment donné, je peux dire end of file. Alors, de l'autre côté, il y a le consommateur, celui qui va consommer le stream. Qu'est-ce qu'il va dire? À chaque fois qu'il reçoit un signal, il est capable de dire c'est bon, je veux plus il dit done, c'est fini, ou il va pouvoir dire je veux continuer, je veux recevoir plus d'input avec bien sûr un callback qui va servir pour faire ça exactement, parce qu'ici il ne le donne pas, le numérateur il n'a pas de moyen pour le faire, soit error.
Et comme ça, il a le contrôle. C'est pas lui qui contrôle, mais il a quand même un contrôle pour dire il n'y en a pas besoin. À chaque étape, il peut décider qu'il a terminé ou qu'il est en erreur, qu'il ne veut plus de données. Et bien sûr, ça c'est des primitives. C'est-à-dire, on va pas les voir, c'est pas à nous de coder ça. Il y a des API qui se basent sur ça. Mais c'est exactement les primitifs puissants et extensibles qui vont nous permettre de faire tout cela. Donc ça c'est vraiment fondamental. Et du coup on a quelque chose dans Play 2 qui est quelque chose d'assez puissant, qui est encore pas très connu, et qui est vraiment un truc qui existe dans aucun autre framework web. C'est qu'on a quelque chose qui est un body parser, qui permet de dire au serveur HTTP, quand il est dans l'entête HTTP, avec l'URL, les headers et tout, il va vous dire, voilà, j'ai l'entête HTTP. On va trouver dans le fichier de route quelle action va gérer cette requête. Et là, vous pouvez lui dire, ok, ben moi je te donne mon body parser. Je te donne mon truc qui va recevoir les chunks de données, tout ce que le navigateur va envoyer dans le cœur de la requête. Ça peut être un file upload, ça peut être quelque chose. Alors aujourd'hui, en fait, quand on fait un file upload, par exemple, qu'est-ce qu'il fait le framework? Souvent, ce qu'il va faire, c'est tout simplement, il va le stocker sur le disque ou dans le mémoire. C'est-à-dire, si on a 10 mégas reçus depuis un utilisateur, il va stocker 10 mégas en mémoire ou sur le disque. Si on a 1000, faites le calcul. C'est vite fait, ça remplit le mémoire, ça remplit le disque. Et peut-être, en fait, tout ce qu'on veut faire, c'est l'envoyer quelque part. Par exemple, dans Amazon S3. Et bien là, en fait, ce body parser, il va nous permettre de l'envoyer directement. On fait du streaming. On prend un chunk, on l'envoie. On prend un chunk, on l'envoie. On monte rien en mémoire côté serveur parce qu'on n'en a pas besoin. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez exprimer dans votre application. Voilà, c'est ça la vraie différence. C'est que votre application, votre code applicatif a le contrôle bas niveau sur ce genre de choses. C'est pas simplement codé dans le framework, dans le serveur lui-même avec des défauts, genre je fais dans un fichier temporaire ou bien j'ai un petit plugin qui l'upload. C'est votre code qui peut faire ce qu'il veut. Et même en fait, si le client il va aller balancer trop rapidement, par exemple, pour faire spoofer le framework a le contrôle d'arrêter les chunks et ça va rester côté client. C'est-à-dire ça va se monter au niveau client, mais c'est pas côté serveur. Voilà, on a tout le contrôle pour arrêter ce genre de cas et toute l'extensibilité pour le faire. On avance juste, c'est le point important. Les autres points, on dit, on a tout ça, on a ces streams, on a cette concurrence. C'est aussi pour ça qu'on a amené le support de Scala dans cette version 2, parce que pour exprimer cette concurrence, toutes ces problématiques, c'est bien d'avoir des fonctions, et notamment Scala qui permet d'être assez déclaratif dans la manière d'exprimer ce genre de stream. En fait, il y a un modèle qui s'appelle modèle acteur qui est super intéressant, qui permet de faire ce genre de trucs de job asynchrone et tout ça. C'est vraiment un système très cohérent. On va pas en parler plus, mais ça s'intègre très bien avec notre modèle réactif parce que les deux sont réactifs et voilà, c'est ça qui est important en fait, l'intégration entre ces deux mondes qui se fait très facilement. Alors peut-être il faut qu'on montre les samples de la 5 parce que je pense on a tous entendu parler de des choses comme WebSocket, Comet, on va montrer de ce genre de pardon. On va montrer la dernière application qu'on a faite. Et en fait, voilà, tous ces protocoles qui permettent de faire des streams avec le client, entre serveur et client. Et en fait, grâce à cette architecture, c'est super simple à le faire à Play. Dans Play. Par exemple, là, il y a un stream de données qui vient du côté serveur. Et bien sûr, c'est en ligne, vous pouvez y aller sur l'adresse, c'est le console type safe. Et là, il y a un socket ouvert avec entre le client et le serveur, entre chaque client et le serveur. Il y a beaucoup de données qui partent, il y a à peu près 100 kilobytes de JSON qui partent toutes les secondes à chaque socket. C'est-à-dire s'il y a 1000 sockets ouverts, il y a autant de données qui partent. Et il faut vraiment qu'il y ait une architecture puissante pour pouvoir gérer autant de données et autant de puissance à envoyer côté client. En fait, là, on utilise un protocole, un feature de HTTP qui s'appelle Server Sent Event. C'est une spécification, c'est un peu un socket là où on peut pousser depuis le serveur vers le client, mais ça supporte aussi le Comet qui est un truc supporté sur même les anciens navigateurs. Ça c'est Server Sent Event, c'est seulement sur les
les modernes, les navigateurs C'est modernes. un genre de comète mieux supporté par le navigateur, sur le petit truc et tout. Et vraiment, c'est super facile à faire dans Play. Mais également, on supporte les WebSockets et tout ça. Voilà. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle quand on pense qu'on est dans une nouvelle ère d'application. Donc là, c'est un exemple un peu technique, un peu extrême, mais les features qu'il y a derrière, le fait de pouvoir streamer de la donnée, ben on croit que c'est quelque chose qui va être ajouté par petites touches au début à toutes les applications, que ce soit business, même back-office, de notifier qu'il y a un événement, un dossier à traiter, quelque chose, par petites touches au début, comme l'Ajax était, et puis petit à petit, par des applications vraiment, pratiquement client-serveur et temps réel. Et en fait, il y a dans Play, quand vous téléchargez Play, il y a des samples, et dans les samples, il y a quelques exemples de comments. On peut montrer l'autre. Je crois qu'on a explosé le temps et je pense que ça va me prendre des questions. Bon, après, on peut... Pendant les questions, bah alors, je lance. Merci. Oui. Donc on a un peu explosé de temps, mais j'imagine que certains d'entre vous ont certaines questions. Oula, beaucoup. Monsieur, oui. Est-ce que Play 3 ou 4 supportera encore du Java? Parce que c'est seulement du Scala. Tous les exemples que vous avez montrés, c'est du Scala. Tout ce qui est bien, ça va être au Scala. Donc est-ce que 3 ou 4 sera encore... Non, c'est pas vrai. Là j'ai montré 2 lignes en Scala. Il y a quand on télécharge le framework, il y a autant, voire plus d'exemples en Java qu'en Scala. Il y a une couverture complète de toutes les fonctionnalités, y compris tout ce qui est streaming, Comet, WebSocket et tout, en Java également. Donc il y a la même couverture fonctionnelle en Java et en Scala aujourd'hui avec 2 API. Et je pense que je peux pas parler pour Play 3 parce que sincèrement aujourd'hui Play 1 à 5 ans, Play 2 à 1 mois, donc dans 5 ans je sais pas ce qui va se passer. Mais moi mon idée en tout cas sur Play 2, c'est peut-être, on espère plus que Play 2 supportera pas seulement Java et Scala, mais Java, Scala et d'autres langages, parce qu'on fait vraiment un framework pour la JVM. Et finalement Scala, Java ou un autre langage, c'est des questions d'API qui peuvent utiliser les fondamentaux qu'on a écrits, quoi. Et en fait, quand on télécharge le package, je pense que c'est évident qu'on supporte les deux pareillement. Et il y a une documentation Scala, une documentation Java dédiée, une Java doc, une Scala doc, voilà. Dans ce cas-là, quels sont les avantages et inconvénients pour appuyer le choix vers utiliser Scala plutôt que Java? En fait, moi, je peux dire, je peux répondre. La question, c'est comment on peut choisir entre Scala et Java si on veut prendre Play. C'est plus ou moins la question. En fait, si vraiment on veut beaucoup de puissance côté A5, réactif, vraiment, on fait tout en ça. Scala a quelque chose pour faire cela. Elle a des fonctions. Et les fonctions, ça va beaucoup aider pour exprimer ce genre de cas, qui va être un peu plus verbaux à faire en Java, mais c'est juste Java qui est un peu moins puissante dans ce domaine. Et moi, je pense si l'application est complètement un truc avec des sockets, avec des données, peut-être cette partie au moins doit être en Scala. Peut-être le reste, ça va être en Java, mais au moins cette partie, c'est bien de l'avoir en Scala parce qu'on a la puissance. On a une fonction. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour. Par contre, si c'est une application typique d'accès aux bases de données, affichage de pages où il n'y a encore pas trop de streaming et de temps réel. Mais même ça, avec de la 5, avec des jokes, voilà, ça peut aller en Java. On a un bon support de la 5, mais si tout c'est de la manipulation de stream hyper compliqué, je prends un chunk ici, je le transforme, je rebalance ailleurs. C'est vrai qu'il va y avoir des fonctions, c'est intéressant. Mais bonne nouvelle, Java va avoir des fonctions